Le 21 février 2021, le dernier message de sa fille est apparu sur l'écran du téléphone d'Elena Vinogradova. « C'est bizarre ici, maman. Je ne peux pas utiliser mon téléphone. » 18 jours plus tard, le corps de Maria, âgée de 21 ans, a été retrouvé dans le sous-sol d'une villa privée à Dubaï, mutilée et portant des traces de violence et de torture prolongées. L'histoire a commencé en janvier de la même année dans la ville industrielle de Perm, lorsque Maria Vinogradova a reçu un message sur le réseau social Instagram de la part d'un représentant de l'agence de mannequins Orientix Models. À l'époque, son profil comptait un peu plus de 3000 abonnés, des photos de concours de beauté locaux et plusieurs publications publicitaires pour des marques de vêtements régionales. Maria travaillait comme administratrice dans une clinique dentaire, mais rêvait d'une carrière dans l'industrie de la mode et de la beauté. Le message provenait d'un compte certifié et suivi par des milliers d'abonnés. Le représentant de l'agence lui a proposé un contrat exclusif pour une campagne publicitaire d'une marque de cosmétiques haut de gamme aux Émirats arabes unis. Les conditions semblaient alléchantes: 30 000 $ pour un mois de tournage, vol payé, hébergement dans un hôtel 5 étoiles et accompagnement complet. Elena Vinogradova se souvient que sa fille lui avait montré la correspondance avec les représentants de l'agence. Tous les documents avaient l'air professionnels: formulaires officiels, tampons, description détaillée du projet. L'agence a même fourni des copies des licences et des certificats confirmant la légalité de ses activités aux Émirats arabes unis. Le site web de l'entreprise présentait le portfolio de mannequins à succès, des témoignages de clients et des informations sur la collaboration avec des marques connues. « Je les ai vérifiés sur Internet », explique Elena Vinogradova. « Ils avaient un beau site web, beaucoup de photos d'événements, les coordonnées de leurs bureaux dans différents pays. Tout semblait sérieux. » Maria a contacté plusieurs filles du portfolio de l'agence via les réseaux sociaux. Toutes ont confirmé avoir travaillé avec Orientix Models et avoir été satisfaites de cette collaboration. Le processus de préparation des documents a pris 2 semaines. L'agence s'est chargée d'obtenir le visa de travail, de réserver les billets et d'organiser le transfert depuis l'aéroport. Maria n'avait qu'à préparer son passeport et à passer un examen médical dans la clinique indiquée. Les représentants de l'agence la contactaient régulièrement, répondaient à ses questions et lui envoyaient des informations supplémentaires sur le projet. La veille du départ, Maria a reçu le dossier définitif: les billets d'avion Emirates, le bon d'hébergement à l'hôtel Hyatt Regency et le programme détaillé de la première semaine de tournage. À l'aéroport, elle devait être accueillie par le coordinateur du projet, muni d'une pancarte à son nom. Toutes les dépenses sur le territoire des Émirats arabes unis étaient prises en charge par l'agence via une carte de crédit d'entreprise. Le 14 février, Maria a pris l'avion de Perm à Moscou, puis un vol direct pour Dubaï. Sa mère l'a vue pour la dernière fois le matin à l'aéroport de Bolchoï-Savino. Maria était très enthousiaste à l'idée de ce voyage et photographiait sans cesse tout ce qui se passait pour son blog sur les réseaux sociaux. Elle avait l'intention de tenir un journal en ligne sur son travail de mannequin aux Émirats arabes unis et avait déjà imaginé des hashtags pour ses futurs posts. À son arrivée à Dubaï, Maria a envoyé à sa mère plusieurs photos prises à l'aéroport et un message indiquant qu'elle avait été accueillie par des représentants de l'agence. Les premiers jours, elle donnait régulièrement de ses nouvelles, parlait de son hébergement à l'hôtel, de sa rencontre avec d'autres mannequins et de sa préparation pour les séances photos. Ces messages étaient positifs, même si elle se plaignait de la chaleur et de la nourriture inhabituelle. Le 17 février, le ton des messages de Maria a changé. Elle a écrit à sa mère qu'elles avaient été transférées dans un autre endroit car des travaux de rénovation avaient commencé à l'hôtel. Elle décrivait son nouveau logement comme une villa privée pour mannequins, mais précisait que des règles de sécurité strictes y étaient en vigueur. Les filles n'étaient
pas autorisés à utiliser leur téléphone sans surveillance, à sortir du périmètre sans être accompagnés et à communiquer avec des personnes étrangères. Tout est organisé de manière étrange ici, écrivait Maria à son amie Anastasia Kruglova. Je ne peux pas utiliser mon téléphone sans autorisation. Toutes les filles se taisent. Elles ont l'air d'avoir peur de parler. Mais elles disent que c'est normal pour des projets de ce niveau. Ce fut le dernier message que ses proches reçurent d'elle. Le 18 février, le compte de Maria sur les réseaux sociaux a été désactivé et son numéro de téléphone est devenu inaccessible. Lorsque Elena Vinogradova a essayé de contacter l'agence, elle s'est aperçue que toutes les coordonnées ne fonctionnaient plus. Le site web d'Orientix Models affichait une erreur de serveur, les emails restaient sans réponse et les numéros de téléphone étaient hors service. La mère de Maria s'est immédiatement adressée au consulat russe aux Émirats arabes unis. Les employés du consulat ont enregistré la demande et ont promis de mener une enquête, mais ont souligné que Maria était officiellement entrée dans le pays avec un visa touristique et non un visa de travail, comme l'affirmait l'agence. Cela signifiait qu'elle n'avait aucun fondement juridique pour exercer une activité professionnelle sur le territoire de l'Émirat. Les tentatives pour trouver des traces de l'activité d'Orientix Models aux Émirats arabes unis n'ont donné aucun résultat. Il s'est avéré que la société était enregistrée dans une zone offshore et que les adresses des bureaux indiquées sur le site web étaient fictives. Les licences et certificats fournis à Maria étaient des faux de haute qualité, mais n'avaient aucune valeur juridique. Les forces de l'ordre russe ont ouvert une enquête pénale pour traite d'êtres humains, mais leur possibilité de mener des investigations sur le territoire des Émirats arabes unis était limitée. Les autorités locales ont officiellement coopéré avec la partie russe, mais ont souligné qu'elles ne disposaient d'aucune information sur la localisation de la citoyenne Vinogradova. Pendant un mois, les proches de Maria ont tenté de la retrouver par leurs propres moyens à Dubaï. Ils ont diffusé ses photos sur les réseaux sociaux, ont contacté les communautés russophones des Émirats arabes unis et ont publié des avis de recherche. Plusieurs personnes ont déclaré avoir vu une jeune femme ressemblant à Maria dans le quartier de Dubaï Marina, mais ces témoignages n'ont pas abouti à des résultats concrets. Le 22 mars, un article sur la disparition du mannequin aux Émirats arabes unis a été publié en Russie. Les journalistes ont contacté la famille Vinogradov et ont publié les détails de la disparition de Maria. L'article a été largement diffusé sur les réseaux sociaux, mais les autorités des Émirats arabes unis n'ont pas réagi officiellement. Une avancée décisive dans l'affaire a eu lieu le 31 mars, lorsque des enregistrements vidéo ont fait leur apparition sur le Darknet, changeant le cours de l'enquête. Un utilisateur anonyme sous le pseudonyme Vengé a publié sur un forum privé une archive de fichiers vidéo intitulée « Pour les honoraires impayés ». Les enregistrements ont été réalisés à l'aide de caméras cachées dans un club privé réservé à une clientèle fortunée, situé au 57e étage de la tour Al-Fatan, à Dubaï. La vidéo montrait une pièce au mur transparent, ressemblant à une vitrine d'exposition. À l'intérieur se trouvait une femme entièrement nue, le crâne rasé, enchaînée par le cou à un mur à l'aide d'une chaîne métallique. La jeune femme ne bougeait pratiquement pas. Son corps était couvert d'ecchymoses et de traces de décharges électriques. Derrière les parois vitrées, des hommes en costume coûteux, une coupe de champagne à la main, observaient la scène comme s'il s'agissait d'une représentation théâtrale. L'enregistrement a duré plusieurs heures et montrait des sévices systématiques infligés à la captive. Des hommes masqués entraient dans la pièce et soumettaient la femme à diverses formes de violences physiques et sexuelles. Les spectateurs derrière la vitre commentaient ce qui se passait, faisaient des paris et donnaient des instructions aux participants. Tout le processus était organisé comme un divertissement commercial pour un cercle restreint de clients.
Les cicatrices caractéristiques sur l'épaule gauche de Maria, résultant d'une opération qu'elle avait subie dans son enfance, ont permis d'identifier la victime. Elena Vinogradova a immédiatement reconnu ces marques lorsque les forces de l'ordre lui ont montré des captures d'écran de la vidéo. De plus, sur l'un des enregistrements, la jeune fille a prononcé d'une voix faible quelques mots « Macha de Perm, aidez-moi, s'il vous plaît ». L'analyse des métadonnées des fichiers vidéo a montré que les enregistrements avaient été réalisés entre le 18 février et le 6 mars. Les enregistrements ont été réalisés sous plusieurs angles, avec des caméras professionnelles, ce qui indiquait un système de vidéosurveillance préparé à l'avance. La qualité de l'image et du son était si bonne qu'il était possible de distinguer les visages de certains participants et spectateurs. Les autorités des Émirats arabes unis ont immédiatement lancé une opération pour fermer l'établissement. Le 2 avril, les forces spéciales de la police ont mené un raid dans la tour Al-Fatan, mais à leur arrivée, les locaux avaient été entièrement détruits. Le système d'extinction d'incendie avait été activé manuellement, ce qui avait entraîné l'inondation de toutes les pièces et la destruction des preuves. La pièce vitrée où Maria était détenue a été démontée et emportée par des inconnus. Les enquêteurs ont établi que le club fonctionnait sous le nom de Centre d'art privé, Galerie d'art contemporain Orient. Officiellement, l'établissement se présentait comme un lieu destiné à accueillir des expositions et des événements culturels exclusifs. L'adhésion au club coûtait 500 000 $ par an et une visite unique à un spectacle spécial coûtait 50 000 $ par personne. L'enquête a révélé que derrière le club se cachait un réseau d'hommes d'affaires et de fonctionnaires influents de différents pays du Moyen-Orient. Le principal organisateur était Faisal Al-Hazrani, citoyen saoudien et propriétaire de la fondation caritative Soutien aux jeunes artistes. Officiellement, la fondation finançait des jeunes talents issus de pays en développement, mais en réalité, elle servait de couverture à un trafic d'êtres humains. Al-Hazrani avait de nombreuses relations dans les milieux diplomatiques et était considéré comme un philanthrope respectable. Son fonds a financé plusieurs projets culturels prestigieux en Europe et en Amérique, ce qui lui a valu une réputation positive dans les cercles internationaux. Parallèlement, il supervisait un réseau d'agences de mannequins fictives dans les pays d'Europe de l'Est. L'analyse des flux financiers du fonds Al-Hazrani a révélé des virements suspects vers des comptes dans différentes juridictions. Au cours des 3 dernières années, plus de 20 millions de $ provenant de sources inconnues ont transité par les sociétés qu'il contrôlait. Une partie importante des fonds a été transférée via des bourses de crypto-monnaies et des banques offshore. L'enquête a établi que l'agence de mannequins Orientix Models était l'un des nombreux projets du réseau criminel. Au cours des 2 dernières années, des agences similaires ont opéré sous les noms de Vostok Talents, Premium Models Dubai et Arab Dream Casting. Toutes utilisaient les mêmes stratagèmes pour attirer les jeunes filles et disparaissaient après avoir recruté un nouveau groupe de victimes. Les forces de l'ordre russe ont découvert qu'au moins 12 jeunes filles originaires de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie et de Moldavie avaient disparu après avoir signé des contrats avec ces agences. Toutes les victimes étaient âgées de 18 à 25 ans, avaient une apparence attrayante et étaient très actives sur les réseaux sociaux. Leurs derniers messages à leurs proches étaient très similaires à ceux écrits par Maria. L'étude des correspondances sur les réseaux sociaux a montré que les criminels étudiaient minutieusement les profils de leurs victimes potentielles. Ils choisissaient des jeunes filles issues de petites villes, sans grande expérience dans le mannequinat, mais rêvant d'une carrière. Une attention particulière était accordée à celles qui publiaient des photos en maillot de bain ou dans des tenues provocantes. Les recruteurs créaient de faux comptes de mannequins à succès qui prétendaient travailler avec l'agence et recommandaient ses services. Ces profils contenaient des photos professionnelles, des commentaires sur le travail
et des démonstrations d'un style de vie luxueux. Les filles qui recevaient des offres de l'agence voyaient ces comptes comme une confirmation de la fiabilité de l'entreprise. L'expertise technique des sites des agences fictives a révélé qu'ils avaient tous été créés sur la même plateforme d'hébergement et utilisaient des modèles de conception similaires. Les domaines étaient enregistrés au nom de personnes fictives par l'intermédiaire de registraires anonymes, ce qui rendait difficile l'identification des propriétaires réels. Après chaque opération, les sites étaient supprimés et les réseaux sociaux associés étaient désactivés. L'analyse des enregistrements vidéo du club a permis d'identifier plusieurs habitués. Parmi eux se trouvaient des hommes d'affaires d'Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït, ainsi que des citoyens de pays européens travaillant dans l'industrie pétrolière. Tous avaient des revenus élevés et des relations influentes dans leur pays. Le fonctionnement du club reposait sur une confidentialité stricte et une responsabilité mutuelle des participants. Chaque nouveau membre était soumis à un contrôle minutieux et versait une somme importante à titre de garantie de confidentialité. Les enregistrements vidéo de tous les événements étaient conservés sous forme cryptée et pouvaient être utilisés comme moyen de pression contre les participants. Les victimes étaient détenues dans les sous-sols de plusieurs villas situées dans le quartier prestigieux de Dubaï Marina. Les bâtiments étaient loués pour de courtes durées par l'intermédiaire de sociétés écrans, ce qui permettait de changer fréquemment les lieux de détention. Les jeunes filles étaient transportées dans des minibus aux vitres teintées aux heures de faible circulation. L'expertise médicale a montré que les victimes étaient systématiquement droguées afin de les empêcher de résister. Des substances provoquant une désorientation et une amnésie étaient utilisées, ce qui rendait difficile toute tentative de se souvenir des détails de ce qui se passait ou de l'endroit où elles se trouvaient. Les doses étaient constamment augmentées, ce qui entraînait de graves problèmes de santé. Le 6 mars, Maria Vinogradova est décédée d'une hémorragie interne et de déshydratation dans l'un des sous-sols d'une villa louée dans le quartier de Dubaï Marina. Selon les conclusions de l'expertise médicale, la mort est survenue à la suite de multiples lésions internes subies au cours d'abus systématiques. Le corps n'a été découvert par les enquêteurs que 3 semaines après la mort de la jeune fille. Les criminels ont tenté de dissimuler les traces du meurtre en utilisant un four crématoire mobile qu'ils avaient installé dans le sous-sol de la même villa. L'équipement avait été fabriqué sur commande spéciale et permettait de détruire complètement les restes humains sans laisser de traces. Le four fonctionnait au combustible liquide et ne nécessitait pas de raccordement aux réseaux urbains, ce qui le rendait pratiquement invisible pour les autorités de contrôle. Des traces d'utilisation du four crématoire ont été découvertes lors de la perquisition de la villa située rue Al-Barsha. Dans le sous-sol d'une superficie d'environ 100 mètres carrés, plusieurs pièces avaient été aménagées pour y détenir les victimes. Les murs étaient insonorisés à l'aide de matériaux spéciaux et le système de ventilation fonctionnait de manière autonome par rapport au bâtiment principal. Des traces de sang et d'autres matières biologiques ont été retrouvées sur le sol. L'expertise a montré qu'au moins 5 personnes étaient détenues simultanément dans cette pièce. Des effets personnels appartenant à des jeunes filles disparues de différents pays ont été retrouvés dans différentes pièces. Parmi eux, un bracelet gravé que les proches ont identifié comme appartenant à Maria Vinogradova. Des documents appartenant à 4 autres jeunes filles originaires de Russie et d'Ukraine ont également été découverts. Le système de vidéosurveillance de la villa avait été démonté avant l'arrivée de la police, mais les techniciens ont récupéré les données des disques durs endommagés. Les enregistrements montraient l'arrivée des victimes, leur détention dans les caves et le transport ultérieur des corps. La chronologie des événements a permis d'établir les dates exactes du décès de plusieurs jeunes filles disparues.
L'analyse des conversations téléphoniques récupérées sur les serveurs des opérateurs mobiles a montré une coordination active entre les membres du groupe criminel. Entre février et mars, le nombre d'appels entre les principaux protagonistes a été multiplié par plusieurs. Les communications entre Faisal al-Hazrani et les coordinateurs sur le terrain étaient particulièrement intenses. L'enquête a établi que l'opération visant à éliminer les preuves avait commencé avant même l'apparition des enregistrements vidéo sur le Darknet. Le 28 mars, 3 jours avant la publication des documents, un nettoyage massif de tous les objets liés au réseau a commencé. Cela indique que les criminels disposaient d'informations sur la fuite de données imminentes. L'utilisateur Vengé, qui a publié les vidéos, s'est avéré être l'un des clients réguliers du club. Selon l'enquête, son vrai nom est Markus Schmidt, un citoyen allemand qui travaillait comme directeur technique d'une compagnie pétrolière à Dubaï. Le motif de la publication était un conflit avec les organisateurs au sujet d'une somme impayée de 200 000 $ pour des services exclusifs. Schmidt a secrètement copié les enregistrements vidéo des serveurs du club pendant plusieurs mois, prévoyant de les utiliser comme assurance en cas de conflit avec les organisateurs. Lorsque la direction du club a refusé de lui verser la somme promise pour avoir attiré de nouveaux clients, il a décidé de se venger en rendant publiques des informations compromettantes. Les autorités allemandes ont arrêté Schmidt à la demande d'Interpol, mais il a réussi à détruire la plupart des preuves de son implication dans les crimes. Seules des copies de certaines vidéos et des correspondances avec les organisateurs du réseau ont été trouvées dans son appartement à Hambourg. Schmidt a partiellement reconnu sa culpabilité, mais a affirmé qu'il ne savait pas que les victimes étaient contraintes de participer au spectacle. Les documents financiers saisis lors de la perquisition dans les bureaux de la fondation Al-Hazrani ont révélé l'ampleur des activités criminelles. En 3 ans, plus de 50 millions de dollars ont transité par les comptes de l'organisation. L'argent provenait de particuliers des pays du Golfe Persique, d'Europe et d'Amérique du Nord sous couvert de dons caritatifs. Une partie des fonds a été utilisée pour corrompre des fonctionnaires dans les pays d'où provenaient les victimes. Les traces des virements mènent à la Russie, l'Ukraine, la Moldavie et d'autres pays d'Europe de l'Est. Les bénéficiaires étaient des employés des services des visas, des services frontaliers et des forces de l'ordre. Les pots de vin s'élevaient de 5 à 50 000 $ pour chaque opération. Le fonctionnement du réseau criminel consistait à créer des bases légales pour permettre aux victimes de se rendre à l'étranger. Des agences fictives remplissaient tous les documents nécessaires, y compris les visas de travail, les certificats médicaux et les polices d'assurance. Cela permettait d'éviter les soupçons des services frontaliers et des employés consulaires. Dans les aéroports, les victimes étaient accueillies par des personnes munies de faux documents d'agence. Elles étaient immédiatement isolées des autres passagers sous prétexte d'un service VIP et conduites dans des locaux préparés à l'avance. À partir de ce moment, les jeunes filles tombaient sous le contrôle total des criminels et étaient privées de toute possibilité de contacter le monde extérieur. Le système de contrôle des victimes comprenait une surveillance vidéo permanente, une restriction de l'accès aux moyens de communication et des menaces de représailles contre leurs proches. On montrait aux jeunes filles des photos de leur famille et on leur communiquait les adresses de leurs proches. Cela créait une pression psychologique et obligeait les victimes à se plier aux exigences des criminels. Les soins médicaux des victimes étaient assurés par des médecins corrompus qui dissimulaient les véritables causes des blessures et des maladies. Au moins 3 professionnels de santé travaillaient pour le réseau et recevaient des sommes importantes en échange de leur silence. Ils fournissaient aux victimes les médicaments nécessaires et soignaient les séquelles de la violence sans en informer les autorités. L'enquête a révélé des liens entre le réseau criminel et des organisations similaires dans d'autres pays de la région. Des clubs similaires opéraient au Qatar,
au Koweït et à Bahreïn, utilisant des méthodes similaires pour attirer et retenir les victimes. Le nombre total de victimes dans toute la région pourrait atteindre plusieurs centaines de personnes. Les documents trouvés dans les bureaux de la fondation Al-Hazrani contenaient des plans d'expansion des activités vers les pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Les criminels étudiaient les possibilités de créer de nouveaux canaux d'approvisionnement en victimes depuis les Philippines, la Thaïlande, le Kenya et le Nigeria. Une attention particulière était accordée aux régions où le niveau de pauvreté et de corruption était élevé. L'équipement technique des clubs comprenait des appareils d'enregistrement et de diffusion vidéo à la pointe de la technologie. Une partie du spectacle était diffusée en temps réel pour les clients qui ne pouvaient pas être présents en personne. Le coût du visionnage en ligne était de 10 000 $ par séance, ce qui rapportait un revenu supplémentaire aux organisateurs. Les clients des clubs recevaient des catalogues spéciaux avec des photos et des descriptions des victimes disponibles. Chaque fille avait un nom de code et un dossier détaillé indiquant ses caractéristiques physiques, sa nationalité et ses compétences particulières. Les clients pouvaient commander des séances individuelles ou participer à des événements de groupe. Le système de sécurité des clubs prévoyait une protection à plusieurs niveaux contre d'éventuelles fuites d'informations. Tous les participants signaient des accords de confidentialité sous peine de sanctions financières et de représailles physiques. Les clients faisaient l'objet d'une vérification approfondie de leur biographie et de leur situation financière avant d'être admis aux événements. La communication entre les membres du réseau s'effectuait via des messageries cryptées et des forums fermés sur le Darknet. Des systèmes multicouches de cryptage et d'anonymisation du trafic étaient utilisés, ce qui rendait difficile le suivi des communications par les forces de l'ordre. Les serveurs étaient situés dans des juridictions où la législation était favorable. Faisal Al-Hazrani a quitté le territoire des Émirats arabes unis à bord d'un avion privé 9 heures après le début de la descente de police dans la tour Al-Fatan. L'avion a décollé du terminal privé de l'aéroport international de Dubaï en direction de Riyad sans avoir déposé de plan de vol officiel. Le service de contrôle aérien a enregistré le décollage à 3h20 du matin, le 4 avril, alors que les enquêteurs commençaient tout juste à inspecter les locaux incendiés du club. Les tentatives d'arrestation du principal organisateur du réseau criminel ont échoué en raison de son statut diplomatique et de ses relations influentes dans les cercles dirigeants de l'Arabie saoudite. Al-Hazrani occupait le poste de conseiller auprès du ministère de la Culture et des Sports du Royaume, ce qui lui conférait certains privilèges lors du passage des frontières. Son passeport comportait des mentions spéciales, l'exemptant des procédures de contrôle standard. Les autorités saoudiennes ont officiellement nié l'implication d'Al-Hazrani dans des activités criminelles, invoquant l'absence de preuves suffisantes. Selon elles, les accusations portées contre lui reposent sur les témoignages de témoins malhonnêtes et pourraient être motivées par le désir d'obtenir une compensation de la part d'un riche homme d'affaires. Les demandes d'extradition du suspect ont été rejetées sous prétexte de protéger la souveraineté de l'État. Interpol a inscrit Faisal Al-Hazrani dans sa base de données des personnes recherchées, mais sa recherche est compliquée par le fait qu'il possède plusieurs passeports de différents pays. Outre la nationalité saoudienne, il a la résidence en Suisse, un visa d'investissement à Chypre et un passeport diplomatique d'un pays africain. Cela lui permet de se déplacer librement à travers le monde, échappant ainsi à l'arrestation. Les actifs du fonds Soutien aux jeunes artistes ont été gelés dans plusieurs juridictions, mais la majeure partie des fonds a pu être transférée sur des comptes dans des banques offshore avant le début de l'enquête. Les enquêteurs ont établi qu'Al-Hazrani contrôlait à lui seul des comptes dans des banques suisses pour un montant total de plus de 80 millions de $.
Cet argent était placé au nom de prête-noms et de fiducie. Les autorités des Émirats arabes unis ont officiellement déclaré qu'elles ne disposaient pas de preuves suffisantes pour inculper les membres du réseau criminel. Selon elles, les enregistrements vidéo du club auraient pu être montés à l'aide de technologies de deepfake, et les témoignages des témoins ne sont pas corroborés par des données objectives. Elles ont souligné que Maria Vinogradova était entrée dans le pays de son plein gré avec un visa touristique. La position officielle des autorités émiraties a suscité de vives critiques de la part des organisations internationales de défense des droits de l'homme. Les représentants des Nations Unies chargés des droits de l'homme ont exigé la conduite d'une enquête indépendante et la poursuite de toutes les personnes impliquées. Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant la traite des êtres humains dans la région et appelant à des sanctions économiques contre les Émirats arabes unis. Les diplomates russes ont demandé à plusieurs reprises aux autorités des Émirats arabes unis de fournir des informations complètes sur les circonstances de la mort de Maria Vinogradova. Les agents consulaires ont été autorisés à rencontrer les enquêteurs locaux, mais se sont vus refuser l'accès au dossier. Les Émirats ont invoqué la nécessité de préserver la confidentialité de l'enquête. La famille Vinogradova a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une plainte contre l'inaction des autorités des Émirats arabes unis dans l'enquête sur le meurtre de leur fille. Les plaignants demandent que soit reconnue la violation du droit à la vie, de l'interdiction de la torture et du droit à une enquête efficace. L'examen de l'affaire pourrait prendre plusieurs années en raison de la complexité de la juridiction internationale. Les autorités allemandes ont condamné Markus Schmidt à 8 ans de prison pour complicité de traite d'êtres humains et contraintes sexuelles. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir financé des activités criminelles et d'avoir obtenu des services sexuels de victimes de la traite d'êtres humains. Ce verdict est la première sanction réelle prononcée à l'encontre d'un membre d'un réseau international. D'autres clients du club ont échappé aux poursuites pénales grâce à leurs relations influentes et au manque de coopération entre les forces de l'ordre des différents pays. Plusieurs hommes d'affaires des pays du Golfe ont volontairement versé des sommes importantes aux familles des victimes en échange de l'abandon de leurs poursuites. Officiellement, ces paiements ont été enregistrés comme des dons caritatifs. Les enquêteurs russes poursuivent leur travail dans le cadre de l'affaire pénale relative à la traite des êtres humains. Mais leurs possibilités sont limitées par le refus des Émirats arabes unis de fournir les documents nécessaires. Au cours des 4 années d'enquête, l'identité de plusieurs organisateurs et intermédiaires a pu être établie, mais aucun d'entre eux n'a été traduit en justice. L'affaire en est au stade de la recherche internationale des suspects. Elena Vinogradova a créé une fondation caritative au nom de sa fille pour aider les familles des victimes de la traite des êtres humains. L'organisation recherche les jeunes filles disparues, apporte un soutien juridique à leurs proches et mène des campagnes d'information sur les méthodes de recrutement des criminels. Depuis sa création, la fondation a aidé à retrouver 23 jeunes filles disparues. La mère de Maria intervient régulièrement dans les médias pour parler du sort de sa fille et réclamer une enquête équitable. Ses publications sur les réseaux sociaux recueillent des milliers de partages et de commentaires de soutien. Plusieurs enquêtes journalistiques basées sur ces informations ont reçu des prix internationaux pour leur couverture du problème de la traite des êtres humains. Les forces de l'ordre de plusieurs pays ont créé un groupe de travail conjoint pour lutter contre la traite internationale des êtres humains dans la région du Moyen-Orient. Il est composé de représentants de la Russie, de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France. Le groupe échange des informations sur les activités suspectes des agences de mannequins et coordonne les opérations visant à réprimer ces crimes. L'analyse des méthodes de recrutement actuelles montre une évolution des schémas criminels vers une plus grande technicité.
Les organisateurs utilisent de plus en plus souvent l'intelligence artificielle pour créer de faux profils sur les réseaux sociaux et automatiser le processus de recherche de victimes potentielles. Cela rend difficile la détection des activités criminelles par des méthodes traditionnelles. Les réseaux sociaux ont commencé à mettre en place des algorithmes spéciaux pour détecter les activités suspectes liées à la traite des êtres humains. Les systèmes analysent les comportements des utilisateurs, le contenu des messages et les flux financiers afin d'identifier les criminels potentiels. Cependant, l'efficacité de ces mesures reste limitée en raison de l'amélioration constante des méthodes de dissimulation. Les organisations internationales appellent à un renforcement du contrôle des activités des agences de mannequins et des agences artistiques, en particulier celles qui proposent des emplois à l'étranger. Il est proposé de créer un registre unique des agences agréées et de soumettre leurs activités à un contrôle obligatoire par les autorités réglementaires. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures se heurte à la résistance du secteur. Le cas de Maria Vinogradova est devenu le symbole de l'impunité des trafiquants d'êtres humains et de l'inefficacité de la justice internationale. Son histoire est utilisée dans les programmes éducatifs destinés aux jeunes pour les mettre en garde contre les risques liés aux offres alléchantes d'emploi à l'étranger. Les forces de l'ordre appellent à la prudence dans les relations avec des agences inconnues. 4 ans plus tard, la justice n'a toujours pas été rendue à Maria Vinogradova et aux autres victimes du réseau criminel. Faisal Al-Hazrani continue de mener une vie luxueuse sous la protection de puissants protecteurs et la plupart de ses complices sont toujours en liberté. Cette affaire est un exemple frappant de la manière dont l'argent et les relations permettent d'échapper à toute responsabilité pour les crimes les plus graves contre l'humanité.